Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous suivez sur la 95.5 ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Bienvenue au premier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Le Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme, le CDFDH, a outillé mardi et mercredi dernier les organismes à but non lucratif sur les obligations et les enjeux liés à leur possible exploitation par des organisations terroristes à des fins de blanchiment de capitaux de financement du terrorisme, organisé autour du thème « Lutter efficacement contre l'exploitation abusive des organisations à but non lucratif à des fins de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme tout en sauvegardant l'espace physique ». L'atelier vise à consolider dans les 5 régions de notre pays un pôle d'acteurs qui se positionne comme le relais de sensibilisation et de plaidoyer sur les enjeux et les défis liés à l'exploitation abusive des organisations à but non lucratif à des fins de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Avant l'arrivée de notre invité, vous allez essayer de nous appeler sur nos deux numéros 80 09 71 71 ou le 96 61 58 58 autour du thème « Quel peut être le mécanisme efficace contre le blanchiment d'argent dans notre pays ?» C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. En attendant que notre invité entre en studio, vous, auditeurs, vous avez la possibilité sur nos deux numéros 80 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Romain Aziablé à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Je disais, le Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme a outillé mardi et mercredi dernier sur les organismes à but non lucratif sur les obligations et les enjeux liés à leur possible exploitation par des organisations terroristes à des fins de blanchiment de capitaux de financement du terrorisme. Alors selon vous, quel peut être le mécanisme efficace pour lutter contre le phénomène? Vous avez nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Un FM, allô? Allô? L'auditeur est parti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Quel peut être le mécanisme efficace pour lutter contre le phénomène de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme? Vous avez nos deux numéros 80 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Un FM, allô? Oui, allô. Oui, bonjour. Pélé, comment allez-vous? Oui, allez-y. Et le financement du terrorisme. Oui. Alors, allô? Oui, Pélé, maintenant, on prend le cas de nos pays. Maintenant, quel doit être le mécanisme pour que ce phénomène-là ne se produise pas chez nous? Alors, vous pensez qu'au Togo, rien n'est fait dans le cadre de la lutte contre le terrorisme? Alors, allô? Quand vous dites que rien n'est fait, vous pensez que nos forces de sécurité de l'ordre qui sont dans le non-pays, vous pensez qu'ils ne font rien? Alors maintenant, selon vous, quel doit être le mécanisme de lutte contre le blanchiment d'argent pour financer le terrorisme? Oui.
Nous avons la CDAO. Nous prenons le Togo, le Bénin, le Ghana. Très bien. Ensemble, qui ne peut pas s'organiser. La CDAO veut faire la CANA, la CDAO veut faire. Voilà le problème. C'est que quand on va à la CDAO, on fait des réunions, mais sur le terrain, on ne voit rien. Voilà le Nigeria, le grand Nigeria. Il a doté des terroristes de groupe en groupe. Tout ça là, ça revient à l'Afrique qui est dit en Chine. Pour s'organiser, on n'a jamais vu les terroristes attaquer l'Europe. Pourquoi? Merci beaucoup, Apélé. Je le disais, le Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme a outillé mardi et mercredi dernier les organisations à but non lucratif sur leurs obligations et les enjeux liés à leur possible exploitation à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Alors selon vous, quel peut être le mécanisme efficace pour lutter contre le phénomène? Vous avez nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, Michel, bonjour. Oui, bonjour, M. Mabay. Oui, alors selon vous, quel peut être le mécanisme de lutte contre le blanchiment d'argent? Oui, le premier mécanisme, je crois, c'est la lutte contre l'impunité. C'est la lutte contre l'impunité. Parce que ceux qui détournent de l'argent et qui vont le déposer dans les paradis fiscaux ou parfois qui reçoivent des fonds, mais je crois qu'il faut se dire, quand vous avez dit, vous verrez pour la loi, que le blanchiment se fait plus par les ONG. C'est les ONG, c'est pas vraiment pas. Et donc, quand mieux les ONG, on n'a pas des étrangers patriés qui vivent chez nous. C'est comme ça. Parce qu'ils ont des tuyaux pour sécuriser les choses. Donc, il faut vraiment lutter contre le blanchiment d'argent en sévissant. Parce qu'il faut que le pays paraisse un pays de l'hygiène sur le plan de l'argent. Quelle que soit l'autorité qu'elle soit, vous verrez que les gens vont commencer par faire attention. Ce qui concerne le terrorisme. Vous savez, le terrorisme, les terroristes du terrorisme, d'abord, c'est la paix sociale. Et chez nous, nous pensons toujours que quand il n'y a pas la guerre, il y a la paix. Alors que la paix, c'est tout un comportement. Regardez nos frères qui sont tous aujourd'hui en prison, à qui on demande grâce financière depuis l'année de ces enfants comme ce sont des situations fréquentes qui entraînent le terrorisme. Voilà. Merci. Quand le terroriste intervient, il intervient avec quoi? Avec les armes et les armes sophistiquées. Ce ne sont pas nous qui produisons cette arme-là. Vous voyez, c'est quoi je dis? Quand il faut lutter contre tout ça là, il faut se dire contre l'impunité et les ONG, parce que c'est parce que cette cure-là, cette truc-là, ça voit même que des autorités, des autorités parmi nous, ne sont capables d'alimenter ce créneau des armes-là. Parce que c'est d'avoir de l'argent. Et ça, c'est l'argent Burkina où on a pris des fonds d'argent, des fonds d'argent, des officiers qui font le renseignement au profit des terroristes. Donc, quand il n'y a pas la paix sociale, la quiétude de la tranquillité, c'est que quelqu'un, on dit que c'est deux fois ou voilà, quelqu'un qui a l'autre, c'est tout ça. Il faut qu'on change de mentalité. Sinon, vraiment, je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Mais les terroristes n'agiront pas s'ils n'ont pas l'aide de l'extérieur. Et donc, quand on va sévir sur le plan de l'impunité, l'extérieur se focalise sur les relations locales pour alimenter ce terrorisme-là. Donc, moi, c'est ce que je vois. Il faut vraiment faire un État, notre pays, un État de droit. Merci beaucoup à Michel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Et quel peut être selon vous le mécanisme efficace pour lutter contre le phénomène de blanchiment et de financement du terrorisme? Vous avez la possibilité sur nos deux numéros, 91 09 61 71 ou le 96 61 58 58. Avant de donner la possibilité à d'autres auditeurs, nous avons notre invité qui nous a rejoint entre-temps en studio. Il s'agit de Paul Etiafala, chargé de programme
au Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme. Cher Fala, bonjour. Bonjour, Lambert. Merci d'être là pour répondre aux questions de nos auditeurs. Alors, votre institution a outillé les organismes à but non lucratif la semaine dernière, pendant 2 jours, sur le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. D'abord, quel a été le constat pour qu'on décide de former ces organismes sur cette thématique? Alors, je voudrais saluer les auditeurs aussi et puis te dire merci pour l'opportunité que tu nous offres de parler de cette thématique qui est surtout d'actualité. Alors, il faut dire que depuis un certain temps, nous avons constaté la prolifération des attaques terroristes, surtout en Afrique de l'Ouest, et notre pays, le Togo, qui a pendant longtemps été épargné de ce phénomène, a commencé à essuyer un certain nombre d'attaques. La question qui s'est posée entre-temps, c'est l'argent étant le nerf de la guerre, où est-ce que les organisations se procurent de ces fonds-là, justement, pour perpétrer tout ce qu'ils font. Et on a constaté que sur le plan international, de plus en plus, ils sont coincés par les institutions quand ce qui concerne leur flux financier illicite et tout. Et donc, ils ont choisi désormais de passer par les organismes à but non lucratif pour blanchir leur argent. Et quand on parle de blanchiment d'argent, justement, on parle de l'argent qui est issu de la criminalité, de la drogue, du trafic humain, etc., qui peuvent être passés par un certain nombre de mécanismes et rendus argent propre. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les organismes à but non lucratif étant pour la plupart des organisations caritatives, des associations et tout, ces individus mal intentionnés passent par ces organisations sous forme de dons, sous forme de financement de projets, etc. Et justement, ils ont un mécanisme qui permet de faire transiter de l'argent par ces organismes-là et faire leur sale besogne. Donc, il y a eu une évaluation nationale des risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme auquel notre centre a pris part au Togo. C'est une évaluation mutuelle qui se fait périodiquement, qui est instaurée par une instance internationale qui régit la lutte contre le blanchiment de capitaux dans le monde, le GAFI, et le GIABA en Afrique, qui est une instance de la CEDEAO. Et donc cette évaluation mutuelle a révélé justement que la plupart des OBNL ne sont pas au courant du dispositif légal qui encadre la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Au-delà de ça, ces organismes à but non lucratif ne sont pas non plus au courant que ces individus mal intentionnés peuvent passer justement par eux pour blanchir de l'argent et mener leurs actes ignobles. Donc pour nous, c'était important justement de créer le cadre pour regrouper un certain nombre d'organisations qui sont représentatives pour que justement, à partir de ces organisations, nous puissions faire des relais dans les différentes localités du Togo. Donc c'est ce qui a été fait. Nous saluons la promptitude du ministère de la Sécurité, du ministère des Droits de l'Homme, les institutions comme la CNDH, la cellule nationale de traitement des informations financières, le ministère de la Justice, qui ont été à nos côtés justement pour expliquer à ces organismes à but non lucratif les contours et les défis, les enjeux liés justement à leur possible utilisation par ces organisations à des fins de blanchiment. Alors, avant d'aller à la seconde question qui est les thématiques qui ont été abordées pendant les 2 jours, nous allons faire une petite pause. Retour dans les studios de NANA-FM. Alors, pendant les 2 jours, quelles ont été les thématiques qui ont été abordées, surtout dans le cadre de ce sujet sur le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme? Alors, comme tout atelier qui vise justement à amener les participants à s'approprier un certain nombre de contextes, nous sommes allés dans les généralités justement pour voir
ce qu'on appelle la notion de blanchiment, le terrorisme, comment ça se caractérise, etc. Faire un certain nombre de tours vers les conceptions théoriques et les constats aujourd'hui. Alors, le cadre légal qui encadre la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Togo a également été revu de long en large pour justement permettre aux organismes à but non lucratif de cerner les obligations qui sont les leurs dans le cadre justement de cette lutte. Nous avons également eu des communications des différentes institutions, donc comme je l'ai dit, la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption, qui travaille sur les questions de corruption qui sont considérées comme des infractions qui sont sous-jacentes au blanchiment. C'est-à-dire qu'avant que l'argent ne soit blanchi, il faut que ça provienne de flux financiers illicites. Donc, quel rôle joue la APLUSIA dans la lutte contre la corruption, qui est considérée comme une infraction sous-jacente? Quel rôle joue la CENTIF, qui est la cellule nationale de traitement des informations financières, qui est justement au cœur de cette lutte? Le ministère de la Sécurité, quel est son rôle? La justice, etc. Donc, on a essayé de voir de long en large. Et notre activité s'est terminée par justement l'adoption d'une feuille de route. Parce que l'idée derrière n'était pas seulement de rassembler un certain nombre d'acteurs et de les former, mais d'avoir un pool d'acteurs qui sont désormais des relais de cette information-là dans les différentes régions. Je rappelle que nous avons eu des participants qui sont venus de toutes les régions du Togo. Et donc, une fois de retour chez eux, ils sont censés justement devenir les relais de cette information. Donc il y a un certain nombre d'activités que nous avons consignées dans un document qui est désormais notre feuille de route pour les 6 prochains mois. Alors, maintenant, quelle sera la suite? Et puis, est-ce que vous êtes sûr d'éradiquer le phénomène? Après, nous allons donner la possibilité à 2 autres auditeurs de participer à ce débat. Alors, éradiquer ce phénomène, je dirais, ce serait l'idéal. Mais nous n'allons pas nous fixer cet objectif ambitieux. L'idée d'abord justement, c'est d'amener les citoyens à se rendre compte que cette affaire-là qui est en train de se passer, c'est une question de sécurité nationale. Et quand on parle de sécurité nationale, alors on laisse de côté toutes les considérations et on va vers une dynamique de collaboration qui nous permet justement de faire face au mal. Et donc, pour nous, c'était important d'abord, c'est le premier objectif. Et c'est fort apprécié que tous les participants qui étaient là, ceux qui n'avaient jamais entendu parler de la thématique, ceux qui en avaient entendu parler mais n'en avaient pas une très bonne connaissance aujourd'hui, repartent avec un niveau de connaissance amélioré sur et la problématique et les enjeux et le dispositif qui encadre ce travail. Et pour nous, c'est un pari gagné. Le second pari désormais, c'est que quand ils vont rentrer chez eux, qu'ils ne gardent pas ces informations pour eux-mêmes. Et il y a un certain nombre de mesures à prendre par les organismes à but non lucratif à l'interne en matière de gouvernance pour se prémunir contre ce phénomène. Notre exhortation, c'est qu'une fois de retour chez eux, que ces mesures-là soient prises et que justement ça leur permette de ne plus être naïfs comme avant. Tout financement qui arrive, on les prend. Toute proposition qui arrive, on les prend sans en mesurer quels sont les tenants et les aboutissants, qu'est-ce que ça peut amener et tout. Donc pour nous, le pari qui a été gagné, c'est justement d'amener ces citoyens à prendre conscience du phénomène, de son ampleur et de l'imminence du danger. Maintenant, quant à son éradication, je pense que c'est ensemble qu'on y parviendra. C'est en collaborant avec les forces de sécurité et les institutions qui sont impliquées dans la lutte qu'on pourra s'en sortir. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 et 58. On peut prendre 2 auditeurs. Nana FM, allô? Oui. Bonjour, c'est Pelé qui le vient. Oui. Je vous une question. Oui. À notre invité. Concernant l'UTIE, quel rapport vous avez avec l'UTIE? Parce que c'est là où se trouve le travail de nos richesses terroirs. Merci. On le sait que le chef de l'État a dit qu'il y a une unité qui s'accapare la chaîne du pays.
comment ça se transforme? Comment vous travaillez avec la banque, la transaction de chèques, comment ça se passe? Merci beaucoup à notre auditeur. Dans FM, allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Master Dido Gomé, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour. Votre invité a prononcé un mot tout à l'heure qui m'a plu. Oui. Il a dit que ce serait l'idéal. Parce que moi, je sais que ce combat est perdu d'avance. Il a parlé de Apucia et de SIG. La Cinti? Voilà. La Cintif, oui. Merci beaucoup. Ça veut dire qu'il faudrait d'abord, avant de penser à éradiquer cela, éradiquer la corruption. Tant que la corruption est là, on n'y peut rien. La deuxième chose que je voudrais dire, et là c'est encore plus grave, c'est que la communauté internationale elle-même organise le terrorisme dans certains pays. Comment est-ce que des petits pays comme le Togo peuvent aller lutter contre ces mastodontes? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 80 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Quel peut être le mécanisme efficace pour lutter contre le phénomène de blanchiment dans notre pays? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Alors, M. Afara, les auditeurs pensent aujourd'hui que pour éradiquer ce phénomène, M. Pelli l'a dit, il faut que les pays travaillent en accord, surtout les pays de la CEDEAO. Oui, je pense que nous sommes en phase, tout simplement parce que la loi aujourd'hui qui régit la lutte contre le blanchiment de capitaux, qui est la loi uniforme de l'UEMOA, c'est une loi qui est partie de l'UEMOA et qui justement a été uniformisée dans tout l'espace UEMOA. Donc quand vous allez dans tous les pays de l'UEMOA aujourd'hui, c'est la même loi qui régit la lutte. Quand vous allez dans tous les pays de l'UEMOA aujourd'hui, ce sont les mêmes institutions. Quand vous avez une CENTIF au Togo, vous en avez au Bénin et dans tous les autres pays. En fait, l'idée justement, c'est d'harmoniser la lutte, d'harmoniser les critères, d'harmoniser les outils pour que justement nous parlions le même langage. Donc nous sommes en phase. Alors, lutter contre l'impunité, c'est ce que pense également Michel. Mon ami Michel n'a pas tort, puisque l'impunité se nourrit de comment je vais dire ça. Il y a beaucoup de mots aujourd'hui justement qui se nourrissent de l'impunité. Et je pense que dans le cadre de notre pays, nous n'avons jamais cessé d'insister dessus, et dans le cadre de nos plaidoyers, etc., pour que justement nous passions de la phase des lois à la phase des sanctions. Il y a un certain nombre de sanctions qui sont prises, et je pense que c'est la communication qui n'est pas faite autour, mais ce que réclament les citoyens de plus en plus, c'est que les gros dossiers de corruption qui sont soit connus ou soupçonnés, ou qui sont des présumés cas de corruption, soient instruits et que des gens soient sanctionnés publiquement, et qu'on sache que justement il y a un ton qui est donné. Je pense qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. C'est vrai que ça prend du temps, et notre plaidoyer justement, c'est qu'au minimum les dossiers qui sont connus du public, il y a de grands dossiers, je ne vais pas les citer ici, que les Togolais connaissent. Et sur ces dossiers justement, qu'un jour on apprenne qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont été interpellées et qui ont été écoutées, et que la justice a fait vraiment son travail. Je pense que ça nous ferait faire un grand bond en avant. Nous sommes en phase, c'est notre plaidoyer de tous les jours. Alors, notre dernier auditeur qui vous demande, aujourd'hui, il faut d'abord éradiquer aussi, bon, à l'égard de l'impunité, il faut également éradiquer la corruption. Oui, la corruption va avec l'impunité, hein. Je dirais même que l'impunité se nourrit du trafic d'influence, et c'est ce que nous avons
En tout cas, c'est ce sur quoi nous avons toujours insisté dans le cadre de nos plaidoyers, de nos sensibilisations, etc., et de nos rencontres avec un certain nombre d'institutions de l'État. C'est que, justement, les trafics d'influence qui font que tel nom est impliqué dans tel dossier, donc on ne peut pas en parler, etc. Ce n'est pas propre au Togo. Quand vous allez un peu dans les pays de la sous-région et même au niveau international, vous verrez qu'il y a des scandales qui explosent tous les jours et vous comprendrez que au regard d'un certain nombre de noms qui sont cités comme présumés auteurs, etc., il y a toute une tension qui entoure le dossier et qui fait que le dossier ne bouge pas. Mais nous, notre plaidoyer, comme je le dis toujours justement, c'est qu'on arrive à dépersonnaliser ces problèmes et que la loi soit égale pour tout le monde, que nul ne soit au-dessus, que nul ne soit en dessous, que nous soyons tous, comment appelle-t-on, au même niveau face à cette loi qui permet justement de réglementer, de réguler le bien vivre ensemble. Alors, vous l'avez si bien dit que l'atelier a accouché d'une feuille de route de 6 mois. Et après les 6 mois, quelle sera la conduite? Alors, après les 6 mois, nous ferons le bilan pour vérifier un peu tout ce qui a été fait, faire une capitalisation, voir quels sont les défis que les uns et les autres ont rencontrés dans le cadre de leur activité, etc. Et justement, sur cette base-là, alors voir comment nous relançons les activités, quelles sont les choses que nous devons ajuster, quelles sont les choses dont nous pouvons nous réjouir aujourd'hui et qui puissent nous permettre de dire, ouf, il y a 6 mois, on n'était pas à ce niveau. Aujourd'hui, nous pensons qu'on a atteint un plus large spectre. Voici quelle stratégie nous mettons en place pour aller de l'avant. Alors, juste un atelier de 2 jours, est-ce que vous pensez que c'est déjà suffisant pour outiller ces acteurs? Non, ce n'est pas suffisant. Et ce n'est même pas suffisant, c'est comme une goutte d'eau dans la mer. Et comme je le disais tout à l'heure, ces acteurs que nous avons réunis au sein de ce pool ont désormais le devoir de se multiplier par d'autres. Et comme je l'ai dit, nous, en tant qu'organisation de la société civile qui travaille sur le renforcement des acteurs qui sont impliqués ou engagés sur les questions des droits de l'homme, nous sommes toujours disposés à aller vers d'autres acteurs pour leur proposer notre expertise sur le sujet. Il suffit de créer le cadre et nous faire appel. Nous comptons également sur les institutions de l'État qui nous ont accompagnés durant ces 2 jours et qui ont réaffirmé leur disponibilité tant que ce que nous faisons est structuré, est bien organisé et vise un certain nombre de résultats précis. Ils seront toujours à nos côtés. Donc l'idée justement à partir de ce groupe d'acteurs qui a été formé, c'est d'initier d'autres actions, c'est de saisir des opportunités de rassemblement, de regroupement d'autres acteurs pour évoquer la question, intéresser les citoyens à la question et les y engager. Alors, Pelé qui vous demandait quel rapport vous avez avec l'ITIE? Alors, je dirais que le rapport n'est pas particulier. Avec l'ITIE, nous sommes dans le cadre de concertation et de lutte contre la corruption créée par la APLUSIA, même recommandée par la Convention des Nations Unies contre la corruption. Donc, il y a un cadre de concertation des acteurs pro-corruption qui a été mis en place. L'ITIE fait partie de ce cadre-là. Et au sein de ce cadre, nous collaborons, nous discutons des problèmes qui sont justement liés aux industries, à la question de la transparence, justement dans la gestion de ces flux financiers, etc. Et je pense que la APLUSIA étant l'organe qui réglemente la question de lutte contre la corruption au Togo, reçoit périodiquement les rapports de ces institutions, que ce soit l'ITIE, l'IGF, l'IGE et d'autres organes de contrôle qui produisent des rapports, la Cour des comptes, etc. La APLUSIA reçoit ces rapports, les traite et relève tout ce qu'il y a comme irrégularité. Et s'il y a des enquêtes à ouvrir, la APLUSIA mène ces enquêtes et c'est des dossiers à transmettre au procureur
la A+A transmet ces dossiers au procureur pour qu'il voit l'opportunité de poursuite. Donc, il y a un cadre au sein duquel nous discutons en permanence, ce qui fait que le débat est permanent. Mais il y a aussi la A+A qui joue son rôle d'institution qui encadre cette lutte-là. Alors, vous avez également décidé d'associer les leaders religieux à cette lutte. Pourquoi? Oui, les leaders religieux sont très concernés justement parce que je dirais même que les leaders religieux sont les plus exposés dans la mesure où il n'y a pas, l'État jusqu'à ce jour ne dispose pas de mécanisme très pointu pour vérifier les flux financiers qui transitent par les églises, les mosquées, etc. Un individu débonnaire peut décider de faire un don de 50 millions à une église. Ce don peut ne pas forcément passer par une banque. Ce don peut ne pas forcément passer par les mécanismes réguliers financiers. Alors que ce don peut justement être un appât qui va alimenter justement ce financement du terrorisme. Donc, ils sont encore plus exposés que les associations qui ont l'obligation justement de faire passer leur financement par un certain nombre de mécanismes. Donc, je pense que c'était important de l'associer. Et le CDFDH a commencé à les sensibiliser depuis, je crois, bientôt 5 ans. On en a formé au moins 4000 sur toute l'étendue du territoire, mais je pense qu'on n'est pas encore au bout du compte. Il y a du travail à faire. Alors, M. Afala, quel peut être, selon vous, le mécanisme efficace pour lutter contre ce phénomène de blanchiment d'argent? C'est-à-dire commencer par contrôler tout ce qui est flux financier? Oui, l'État le fait déjà bien, surtout en collaboration avec les banques. Les banques ont aujourd'hui l'obligation de faire ce qu'ils appellent une déclaration d'opération suspecte auprès de la CENTIF à chaque fois que la banque remarque qu'il y a un certain nombre de mouvements qui ont été faits et qui n'inspirent pas confiance ou ne répondent pas à un certain nombre de logiques. Donc les banques font un travail extraordinaire avec la CENTIF et les services de renseignement, etc. pour justement intercepter ces individus mal intentionnés. Mais aussi, moi, je pense que pour mieux lutter contre ce phénomène, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons un devoir de collaboration. Et comme je le dis, dans un contexte comme le nôtre, qui est un contexte un peu clivé où justement la situation sociopolitique est empreinte de beaucoup d'instabilité, etc. C'est important que nous nous entendions sur l'essentiel. Parce que quand nous parlons de sécurité nationale, alors ce sont des vies humaines qui sont en jeu. Et je pense que la collaboration, l'engagement sur la question et la vigilance les uns avec les autres, nous devenons alors à partir de ce moment les gardiens les uns des autres. Et je pense que c'est ce qui peut faire gagner cette lutte. Alors, quel sera votre mot de fin? Parce qu'il nous reste pratiquement 1 minute 30 secondes. Alors, mon mot de fin, c'est d'abord un remerciement à l'endroit des participants qui se sont mis à disposition, qui sont impliqués vraiment dans les débats et qui ont pris l'engagement justement de devenir ce relais. Un remerciement aux institutions de l'État qui travaillent d'arrache-pied. Moi, la dernière fois, c'est au cours de cet atelier que j'ai découvert l'immense travail qui est fait par la CENTIF, le ministère de la Sécurité et tout, pour maintenir le minimum de sécurité collective que nous avons aujourd'hui. Nous devons multiplier ces forces par les nôtres en étant vigilants, en collaborant, etc. Merci à Nana FM justement aussi, qui fait partie de ces médias-là, qui s'est résolument engagé sur cette thématique parce que c'est une question nationale. Merci pour le canal que vous nous offrez pour sensibiliser et parler de ce problème. Et je vais exhorter les citoyens à redoubler de vigilance parce que ce qui se passe est assez grave. Alors, vous parlez entre-temps de la CENTIF. Est-ce qu'aujourd'hui, les auditeurs ont la possibilité d'aller se documenter sur ces sites-là pour mieux maîtriser le phénomène et la lutte contre ce phénomène? Oui, le site internet de la CENTIF est ouvert à tout le monde. C'est centif.tg, CENTIF, donc centif.tg. Vous y verrez
tout ce qu'il y a comme documentation sur la réglementation de ce phénomène au Togo et les institutions qui sont impliquées, ce qui est en train d'être fait. Et voilà. Merci beaucoup à Paul Etiafara, chargé de programme au Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme. Merci également à vous pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en œuvre par Romé Aziablé. Je m'appelle Norbert Djouadi. Merci également à Maïmouna Hassan derrière la caméra pour la page YouTube. Bonne suite de nos programmes.